Ce soir, nous allons voyager dans l'assiette des Chinois et goûter à des spécialités pour le moins exotiques. Vers à soie, crapaud, c'est un œil, t'as raison. Et même pénis à toutes les sauces. Et ce n'est pas tout. Pour nous, Christian Etchebest, lui aussi, va découvrir de nouvelles saveurs à ses risques et périls. Je peux pas. La fin de l'été, c'est la saison du Beaufort. Alors nous avons rendez-vous dans les alpages pour découvrir tous les secrets du roi des gruyères, le Beaufort. Et puis beurre, margarine, huile, nous allons enfin savoir quelle matière grasse nous devons utiliser pour manger équilibré tout en gardant leur bon goût. Bonjour. Bonjour, sawadika. Nous, au Pays Basque, on a un grand cœur, on n'arrive jamais les mains vides. Je vous ai amené quelque chose. Le fromage. Ça, c'est notre plat, nous, le fromage, on adore ça. Le savoir-vivre à la française, aïe aïe aïe, les Thaïlandais n'ont jamais mangé de fromage de leur vie et ce n'est pas gagné. Je vous ai amené un peu de roquefort, de l'époisse et du Beaufort. Vous êtes content? Si en France on adore le fromage, dans bien d'autres pays ce n'est que du lait pourri. Autrement dit le comble de l'horreur pour nos amis asiatiques. J'ai envie de pleurer, moi. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir ça. Non, t'arrives pas? Super. Moi non plus. Hein. Et finalement, il y a un fromage qui a l'air de plaire à nos restaurateurs thaïlandais, le Beaufort. C'est bon, hein? C'est très bon. Tu sais comment c'est fabriqué, le Beaufort? Pas du tout. Écoute, on est parti en Savoie, on a été tourner quelques images pour voir comment c'était fabriqué. C'est un reportage d'Anne-Laure Desarnaud. Il est le prince des gruyères. C'est le Beaufort, réputé pour son goût fruité et raffiné. Un fromage complexe qui requiert un savoir-faire incroyable, car chaque meule a un goût unique. Avant de découvrir ce fromage royal, récapitulons. Le fromage, il y en a 3 sortes. Les pâtes molles, comme le chèvre ou le camembert, les pâtes persillées, au goût très prononcé, comme le roquefort. Et puis il y a ceux à pâte pressée, emmental, comté, et bien sûr le Beaufort. Une technique pour le reconnaître, il est le seul à avoir une croûte concave. Si le Beaufort a si bon goût, c'est grâce au bon lait des vaches. Mais pas n'importe lesquelles. Les tarines d'abord, à la robe fauve unie, les abondances ensuite, marron et blanche. Dans la famille Pocard, on fabrique du Beaufort depuis 3 générations. Et contrairement aux apparences, Pierre n'est pas moniteur de ski, mais berger. Donc là, il y a 191 laitières qui, à cette époque, donc on est fin août, vont donner environ, on va dire, 2500 litres de lait jour. Donc avec lesquels on fera 6 Beauforts. Voilà. Toutes ces vaches pour si peu de fromage. Le Beaufort, c'est bon, mais c'est rare. Comme il n'est fabriqué que dans 4 vallées de Savoie, on en produit 6 fois moins que l'emmental. Pour faire un Beaufort de qualité, la vache doit manger de la bonne herbe. 2 fois par jour, Pierre emmène donc son troupeau brouter là où l'herbe est plus verte. Et pour tirer le lait des vaches partout dans la montagne, voici une machine à traire mobile. Indispensable et ingénieux pour récupérer le lait à 2000 mètres d'altitude. Ce qui fait le lait chez une vache, c'est ce qu'elle va manger. Donc la richesse du lait, quand les vaches pâturent en alpage, en fait, c'est ce que vous avez tout autour de vous. Hein, c'est les fleurs, l'herbe bien verte. Donc forcément, le lait, il n'a pas le même goût qu'en hiver. Il est beaucoup plus parfumé parce que les vaches mangent de l'herbe essentiellement. L'été, les vaches mangent de l'herbe. L'hiver, elles mangent du foin. Le Beaufort n'a donc pas le même goût. Retenez bien ça, le Beaufort d'été est plus goûteux, plus gras et a une pâte bien jaune. Celui d'hiver est doux et a une pâte plus blanche. Ce qui est magnifique de faire du Beaufort, c'est surtout qu'on fait tout. C'est-à-dire qu'on part d'une matière première qui est l'herbe et on va jusqu'au consommateur qui va déguster votre fromage. Pour ma part, je le fais depuis l'âge d'11 ans, je vis en alpage et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait vibrer, quoi. De la passion, il en faut pour fabriquer le Beaufort. Le lait vient d'être tiré, pas de temps à perdre. Pierre doit le transporter encore chaud au chalet d'alpage. Et là, Jean, son père, prend le relais. Cela fait 45 ans que ce Savoyard fabrique du Beaufort selon les méthodes traditionnelles. Son fameux Beaufort chalet d'alpage est fabriqué uniquement l'été, 2 fois par jour, tout en haut de la montagne, dans un chalet situé à au moins 1500 mètres d'altitude. Autre circuit, le lait peut partir dans une coopérative où il sera mélangé avec le lait d'autres troupeaux et fabriqué tout au long de l'année. Ici, tout est automatisé, mais le Beaufort naît sous l'œil vigilant de Simon.
Pour 1 ou 2 minutes, ce sera bon. Un métier exigeant. Il faut 1 année pour apprendre à faire du Beaufort. Les 2 fromagers vont nous expliquer les étapes à ne pas rater. Première étape, le caillage. Le lait, là, qui est dans la cuve, je vais mettre de la présure, qu'on fait nous-mêmes avec de l'estomac de veau, de la caillette de veau. Et c'est ce qui va permettre de durcir le lait, quoi, de le faire cailler, passer de l'état liquide à solide. Ça va venir comme un gros yaourt. Ce liquide naturel obtenu à partir d'estomac de veau va faire durcir le lait. Pas très ragoûtant, mais rassurez-vous, le résultat sera délicieux. Deuxième étape, le décaillage. Jean, un peu magicien, va brasser le lait caillé jusqu'à obtenir des grains de la taille d'un grain de riz. À 65 ans, c'est à la force de ses bras qu'il fabrique le Beaufort. En coopérative, c'est beaucoup plus simple. Simon n'a qu'à appuyer sur un bouton. Troisième étape, la cuisson. Pendant 3/4 d'heure, les grains sont brassés et chauffés à 54 degrés. Ils vont se vider de leur eau. Chez Jean aussi, le lait est cuit. Il va être bon dans 1 minute, ça va être bon. La dernière étape est plutôt sportive. Jean retire les grains de la cuve avec une toile de lin et plonge ses bras dans un liquide à 50 degrés. Attention Jean à ne pas tomber dans la marmite. Allez, hop. C'est pas le dos qui fait mal, c'est les bras. Il faut passer par-dessus, mais lui, il est bien plus grand. Il me lèverait presque avec le fromage. En coopérative, tout est automatisé. Les meules sont ensuite pressées pendant 20 heures afin de retirer l'eau du fromage. Et voilà le résultat. Ce qui reste dans le moule, la partie intéressante du lait, c'est la matière grasse et les matières protéiques, avec les minéraux. Voilà. Le Beaufort est le plus gras des gruyères, mais il est très riche en calcium. Il en contient 8 fois plus que le lait ou le yaourt. Et ce n'est pas fini. Pendant 5 mois, les meules vont être bichonnées. Elles seront salées, retournées et frottées jusqu'à obtention de cette belle croûte dorée. À 42 kilos la meule, ce n'est pas du gâteau. Il y a quelques années, les employés retournaient 15 tonnes en une journée. Celui-ci, il va juste au-dessus du genou, juste sur la rotule. D'ailleurs, on n'avait jamais de poils avant, juste au-dessus du genou, parce qu'à force de frotter, ça faisait une épilation. Heureusement, Rocco est arrivé. 2 fois par semaine, ce robot retourne et frotte les 3500 meules de la cave. Ce qui laisse plus de temps à Simon pour déguster le Beaufort, à commencer par celui des alpages. Un fromage qui a 14 mois d'affinage. On retrouve un goût très prononcé, fruité. Un goût forcément beaucoup moins prononcé, Beaufort d'hiver. Avec une pâte assez onctueuse tout de même. Les deux n'ont strictement rien à voir. Vous l'aurez compris, du Beaufort, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les goûts prononcés, optez pour un Beaufort d'été ou un Beaufort chalet d'alpage avec un affinage entre 8 et 12 mois. Si vous aimez les parfums doux, un Beaufort d'hiver peu affiné devrait combler vos papilles. Mais rien de tel que de déguster le Beaufort directement dans les alpages. Après une dure journée, notre équipe peut enfin savourer le prince des gruyères. Allez, à la montagne alors. Dans la vieille écurie, tous les murs sont meurtris par le fumier vieilli. Retrouvons nos gastronomes thaïlandais. À part le Beaufort, ils ont eu beaucoup de mal avec le fromage, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Les voilà qui s'apprêtent à prendre leur revanche. Christian va découvrir des produits qu'il n'a jamais dégustés. Ah ouais. Salé. Ça, tu vois, je pourrais presque même faire un petit dessert, moi, là, dans mon restaurant. Première dégustation réussie. Christian adopte le champu, un fruit exotique thaïlandais. Mais notre chef bien français n'a encore rien vu. Œufs de canne couvés, cafards géants, langue ou pâte de canard, ses nouveaux amis lui ont réservé un festival de bonnes surprises. Oh là. Oh là là. Non. Alors, donc, Non, mais attends, Boussaba, c'est une plaisanterie, là. c'est sympa? Non, c'est une plaisanterie. Petite pige. Bah non, c'est ce qu'on mange, nous, on adore. Ça, tu sais ce que c'est, ça? En France, qu'est-ce qu'on en fait, ça? On coupe les pâtes et on les jette. Ah bah C'est non, pas de faut canard, pas ça. jeter. C'est Pas des de pâtes de canard. canard, oui. Faut pas Nous, on jeter. prend, quand on reçoit le canard, on le coupe comme ça, poubelle. Non, c'est très bon, les pâtes de canard.
Et il faut que je le goûte. Et ça, c'est quoi? Après, Après, c'est les petits poussins intérieurs. d'accord. Et ça, c'est juste, on regarde, on goûte pas. Si. Ah non. L'œuf de Cannes couvé, une spécialité dont raffolent aussi les Philippins et les Chinois. À l'intérieur, on y trouve un caneton déjà formé. Voilà. Et il y a le poussin, là. Et là, on le voit bien, le bec du poussin. Et il se régale avec ça. Moi, personnellement, je peux pas le faire. À ma meilleure des volontés, je peux pas le faire. Alors, ce que je fais, je vais le reposer. Et je vais lui dire que c'est pas mal. C'est très bon, ça va. Et voici la surprise du chef, la blatte géante. C'est Ça m'inspire pas. une golden sec. Mais non, Moi, j'ai ils sont tout sympas. goûté. Il faudrait que tu goûtes à ma place, là, tu Ils vois. sont vraiment sympas. C'est vraiment sympa, ouais. Là, je vais préparer. Et après, tu ouvres, tu... Je ouvre, je retire les ailes. Donc là, tu le pelles. Oui, je le pèle, j'enlève ce qui est dur. C'est assez salé quand même. C'est un goût de rien. Ah non, c'est un goût de... On peut pas. Je peux pas. C'est un goût de pas bon. Ah non. Ça, c'est la chose que je préfère le moins, c'est avec... Un petit avec pâte. l'œuf. Non, 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 non. Non, ça y est, j'ai goûté, là. Non, ça c'est la tête, c'est différent. Ça c'est une petite pâte. Je peux pas. Dans quelques instants, retrouvez Christian Etchebest et plongez dans l'assiette des Chinois. Crapaud, verre à soie et même pénis à toutes les sauces. Il y en aura pour tous les goûts. Retrouvons Christian Etchebest à la découverte de la gastronomie asiatique. Si vous pensez que vous avez tout vu, eh bien, sachez qu'il y a bien pire. Ça se passe en Chine. Accrochez-vous. Soyez les bienvenus. Nous sommes à Pékin, dans un restaurant traditionnel. L'endroit est très classique, le service stylé, et pourtant la spécialité maison est plutôt particulière. Alors ça c'est un pénis de phoque, ça celui d'un serpent, quant à celui-ci c'est un pénis d'âne. Au menu, des pénis, des gros, des petits, de tous les animaux sous toutes les formes. Un plat typique qui, paraît-il, soignerait la virilité en berne de ces messieurs. Le petit, là, c'est un pénis de serpent. Il faut faire attention en le mangeant. Il faut mâcher doucement pour ne pas se piquer. Mais il est vraiment très efficace, car quand deux serpents font l'amour, ça dure plus de 72 heures. En tranches fines, en salade croquante ou en consommé, pour garder intactes toutes les vertus d'un bon pénis, les recettes ne manquent pas. La plus en vogue ici, c'est la fondue chinoise, coupée en lamelles et jetée dans un potage de tortue bouillant. Le pénis n'en serait que plus efficace. Bon, au moins pour le moral de ces messieurs donc, mais attention mesdames, un conseil, n'abusez pas du pénis. Pour les femmes, c'est déconseillé, ça fait pousser les moustaches. Rassurez-vous, en Chine, l'émincé de pénis d'éléphant de mer en vinaigrette n'est qu'un plat de fête. Et comme la gastronomie chinoise compte au moins 5000 spécialités différentes, il y a de quoi trouver son bonheur. D'ailleurs, Mathilde et Laura, deux étudiantes françaises, ont décidé de tenter l'aventure et poussent la porte d'un restaurant des quartiers populaires de Pékin. Si on avait les moyens, on mangerait du homard. Ah, les crapauds! Ici, on peut rencontrer son futur repas encore bien vivant. Pas sûr que ce soit une si bonne idée. Oh, c'est atroce. En plus, ils sont dans l'eau, dans la boue, quoi. Bon, on va tenter. Ça peut pas être pire que des cuisses de grenouille. Pour les malheureux élus, direction la cuisine. Quelques coups de hachoir, un assaisonnement dont seule la maison a le secret et une bonne friture au wok. Comme par magie, le crapaud passe du statut de batracien visqueux à celui de délicieux ragoût. Ah, les crapauds. Bah, ça a l'air super bon, hein. Super bon, mais avec tout de même quelques petites surprises. Les yeux? Ah, c'est un œil, t'as raison. L'œil de crapaud, ça fait un peu soupe de sorcière. On trouvait ça bon, bon, c'est vrai que c'est pas repoussant, mais quand tu vois l'œil, ça fait moins envie. Ça t'a coupé l'appétit? Ouais, sans mentir, je pense que je conseillerais plutôt le riz et les petites asperges qui étaient vraiment délicieuses. Pas dégoûtés, nos deux gourmandes ne comptent pas en rester là. Au cœur de Pékin, le marché de nuit de Dong Ramen regorge de bonnes surprises. Les petites Françaises ont décidé de tout tester.
Au menu, friture d'étoiles de mer, scorpions à la croque au sel, brochettes de serpent, testicules de poulet et autres réjouissances. À la limite, quelque chose de frit. Les spécialités ne manquent pas sur les étals, mais il faut bien se lancer, alors Laura commence très fort. Les gros verres, là. Wow. Ah, c'est des verres. Des vers. Mais attention, pas n'importe quel verre. Des cocons de verre à soie bien gras. Mathilde, moins téméraire, se rabat courageusement sur des tentacules de pieuvre. Quelques secondes de cuisson, et c'est l'heure de vérité. Si c'est... C'est comment à l'intérieur? C'est gluant. Finalement, le choix de Mathilde se révèle plus judicieux. Pour Laura, en revanche, l'expérience verre à soie se termine dans la poubelle la plus proche. Je peux pas, là. Tu veux goûter? Pour Mathilde et Laura, les insectes, c'est pas une réussite. Alors elles s'attaquent aux étoiles de mer. Alors ça... 1,50 € l'étoile frite. Et pour ce prix-là, il y a 5 branches à déguster. L'apparence laisse un peu à désirer, mais au final, c'est pas si mal. Verdict des spécialistes. Le pire, c'est quand c'est gluant. Non, franchement, ça va. Ça va, hein. C'est une idée absolument atroce, mais ça va. Non, c'est un peu salé et c'est un peu pas trop gluant. Je trouve ça a le même goût que les œufs de lynx. Non, ça ressemble, tu sais, aux trucs de crabe, là, les petits... Surimi. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Ici, les insectes grillés, pattes ou têtes d'animaux, c'est un peu comme notre sandwich à nous, rapide et pas cher. La preuve que le goût, c'est culturel, on mange bien des escargots. Bon, ça va, tu vas montrer un peu la cuisine? Oui, tu vas montrer comment tu cuisines? Retour en France, dans les cuisines du restaurant thaïlandais. Ici, comme en Chine, l'ustensile star, c'est le wok. Les aliments en petits morceaux sont pochés dans un bouillon, puis sautés très rapidement dans de l'huile. Chez les Asiatiques, pas de cuisine au beurre. Et donc, en Thaïlande, l'huile que vous prenez, c'est quoi? C'est de l'huile végétale, donc D'accord. soit arachide ou soit le tournesol. D'accord. Jamais de graisse animale, vous, là-bas? Jamais, jamais? Très peu. Tu sais qu'au Pays Basque, on fait fondre la graisse de canard, et après on l'utilise pour poêler. Donc ça fait une graisse animale. Graisse de canard dans le sud-ouest, huile d'olive dans le sud et beurre dans le nord. En France, on utilise toutes sortes de matières grasses. Comme on est un peu perdu dans les matières grasses, on est parti enquêter pour savoir quelle matière grasse il faut choisir pour être en bonne santé. C'est un reportage dans le nord des Arnaud. Choisir ses matières grasses, une question que l'on se pose dès le petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'on met sur sa tartine? La margarine, parce que ça a un bon goût. Pour moi, c'est du beurre salé, du vrai beurre salé. Comme des millions de Français, chez Philippe et Marie-Laure, on ne sait plus vraiment quel corps gras choisir. Virginie, qui est diététicienne, va nous aider à y voir plus clair. Alors, le petit déjeuner s'est bien passé? C'est bien passé, oui. merci. Qu'est-ce que vous connaissez comme matière grasse? Crème le beurre, fraîche. a priori. Et crème fraîche. Ça, c'est... Déjà dès le petit déjeuner. Je reconnais bien mon mari. Oh là là, avant qu'on soit perdu, on récapitule. Les matières grasses, il y en a 2 sortes, les animales et les végétales. Les animales, d'abord, c'est facile, il y a le beurre, qui vient du lait de vache, et puis il y a la crème fraîche. Et pour nos amis du sud-ouest, n'oublions pas la graisse d'oie. Ces matières grasses animales sont délicieuses, mais elles ont un petit inconvénient, ce sont des acides gras saturés. Attention au cholestérol et aux problèmes cardiovasculaires. Heureusement, il y a les matières grasses végétales, des graisses insaturées qui sont meilleures pour la santé. Il y a les huiles évidemment, mais aussi la margarine qui est un mélange d'eau et d'huile. Alors, graisse végétale ou animale ? Je vous conseille plutôt d'essayer de limiter les matières grasses animales. On peut conserver par exemple du beurre pour les tartines au petit déjeuner. Et puis de favoriser plutôt les matières grasses végétales qu'on aura au déjeuner et au dîner dans le but de limiter les acides gras saturés et de favoriser, on a dit, les acides gras plutôt insaturés.
Et au goûter, qu'est-ce qu'on prend? Un petit peu de beurre aussi sur les tartines. Première règle à retenir, le beurre, même si c'est très bon, on se limite. Et dès qu'on peut, on le remplace par de la margarine ou de l'huile. Mais alors finalement, après tout ça, les graisses, sont-elles bonnes ou pas pour la santé? Il est très important d'avoir des matières grasses dans son alimentation. Le seul problème actuellement, c'est qu'on en mange beaucoup trop. Donc il faut savoir quand même les limiter et les consommer de façon variée. La bonne quantité, c'est un peu de beurre sur les tartines du matin et 1 à 2 cuillères à soupe d'huile à chaque repas. Mais attention, beurre, huile ou margarine, cela ne se conserve pas de la même manière. Alors, oui, attention quand même toutefois pour le beurre. C'est vrai qu'on va conseiller, par exemple, comme il va absorber beaucoup les odeurs, d'essayer d'éviter de le mettre à côté d'aliments comme des fruits ou des légumes, par exemple. Placez-le dans le compartiment à beurre ou dans un beurrier. Et l'huile alors? Alors moi, je les range là. D'accord. Alors là, ce serait peut-être pas l'endroit le plus approprié. Donc on va plutôt essayer de les ranger dans un endroit à l'abri de la lumière, donc en général dans le placard. Et puis en plus, ici, il y a la chaleur. Donc deuxième source à éviter, les sources de chaleur. Il faut plutôt une température plutôt fraîche, 15-18 degrés. Donc les huiles vont au placard, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Attention à leur durée de conservation, pas plus de 2 ans pour l'huile d'olive, 6 mois pour l'huile de colza. Mais au fait, peut-on cuire toutes les matières grasses? Première astuce pour cuisiner moins gras, utilisez une bonne poêle anti-adhésive. Donc pour mes légumes, j'utilise du beurre, je le mets dans la poêle. Alors le beurre, on va conseiller en général d'essayer d'éviter de le cuire. Le beurre, il faut plutôt l'avoir cru ou éventuellement légèrement chauffé et fondant sur les légumes plutôt que de l'utiliser pour faire une cuisson type sauté comme celle-ci. Puisque normalement, on va voir le beurre, il a tendance à noircir, il va faire des composés assez toxiques qui sont déjà irritants pour les muqueuses du tube digestif et qui vont en plus donc être toxiques de façon générale pour l'organisme. Ah oui, d'accord. Donc ici, plutôt de l'huile, d'une huile d'olive par exemple, qui s'accommodera mieux. Deuxième petite astuce, le bec verseur qui deviendra votre meilleur allié pour ne pas mettre trop d'huile. Et si vos légumes accrochent, rajoutez un peu d'eau. Donc pour résumer, on a dit pour la cuisson, le beurre plutôt à éviter, les cuissons fortes. La margarine, on a des margarines qui peuvent être adaptées à la cuisson. Par contre, le mieux, c'est ce qu'on va conseiller plutôt des huiles. Donc une huile comme l'huile d'olive qui convient très bien. Et certaines huiles, on a dit tout à l'heure, qui ne sont que des huiles d'assaisonnement, donc qui ne pourront pas convenir parce qu'elles sont riches en oméga 3. Et ces oméga 3, s'ils sont cuits, vont également devenir toxiques. D'accord. On l'a vu, le gras c'est bon, mais à petite dose. C'est pourquoi nous avons fait appel au chef étoilé Alain Alexanian pour qu'il nous apprenne à cuisiner moins gras sans perdre le goût. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui pour faire quelque chose de très simple, rapide et qu'on a l'habitude de le faire à la maison, c'est un poulet rôti, une bonne pain de purée à côté et puis éventuellement, comme il y a les premières salades, on se fait une bonne salade à côté et le repas est fait. Ça vous dit? Ah bah très bien. Alors on part. Comment on le fait à la maison? On va mettre des noisettes de beurre. On va l'enduire de beurre. D'accord. On va le passer à l'huile d'olive. D'accord. Éventuellement de la crème fraîche, de la bière, du citron, ça dépend. Alors de la crème fraîche, du beurre, de l'huile d'olive, éventuellement une autre huile. Donc quelque chose déjà de bien consistant. Pas très régime tout ça. Pour un poulet moins gras, Alain a sa technique. Il pique la peau pour en faire sortir sa graisse. Quelques petits légumes de saison et pour finir, un grand verre d'eau. Et hop, au four pendant 3/4 d'heure. En attendant, Alain va nous révéler son arme secrète pour préparer une salade légère, un vaporisateur d'huile. Pourquoi je mets un vaporisateur? Pour pas en mettre trop. Souvent, on se dit, allez, il faut bien 3 cuillères. Et regardez un spray, comme il en faut pour arriver à 1 cuillère. Ah oui, Donc, entre ma salade et votre salade, il y a 4 fois moins de matière grasse. 4 fois? Juste 4 fois moins, mais 4 fois c'est intéressant. Autre avantage, cette pellicule d'huile va empêcher le vinaigre de cuire notre salade. Ça va jouer un rôle de manteau. Ça va la protéger. Un peu de vinaigre, du sel et du poivre, et le tour est joué. Enfin, pour faire une purée moins grasse, remplacez le beurre par de la crème fraîche fouettée. Voilà. Retour à notre poulet qui est maintenant doré à point. Ouh,
superbe. Ah oui, ça c'est beau. On va le poser. Et à la maison alors, vous le faites comment? Je déguste là, c'est bon. C'est-à-dire on prend le jus tel qu'il est? Ah bah oui. Ah bah voilà. Bah alors une autre façon de pouvoir garder un tout petit peu plus de goût en mettant la graisse de côté, c'est non pas en le filtrant, mais en le laissant se reposer un tout petit peu. On va ce qu'on appelle écumer la graisse du dessus et on va profiter du jus qui est en dessous. Le gras remonte à la surface, retirez-le et ne gardez que le jus de viande tout aussi délicieux. Voilà, demain midi, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour préparer un bon poulet et vous régaler en choisissant les bonnes matières grasses. Voilà, cette émission est terminée. J'étais ravi d'être avec vous. À la semaine prochaine.